Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans les loges spécialement pour vous. Nous sommes au Théâtre de Verdure, vous l'avez reconnu, Michel Galabru et Christian Sampere, le président du Festival de la Mirondella dels Arts. Alors nous sommes à quelques minutes de la représentation des Lettres de Montmoulin. C'est la création de Daudet, mais adaptée par Marcel Pagnol. Il y a 60 ans, jour pour jour cette année. Et donc Michel Galabru, je suis très heureux de vous retrouver car comme nous allons en parler tout à l'heure avec Christian Sampere, vous étiez venu il y a 3 ans pour la représentation de La femme du boulanger. Et je sais, Christian, que c'est toujours un plaisir de faire venir ici à la Mirondella dels Arts Michel Galabru pour notre plus grand plaisir. C'est un plaisir parce que c'est l'artiste que je reçois, mais c'est l'ami surtout. Et avec toute la famille, je m'entends très bien, que ce soit Jean, son fils, sa fille. Mais nous sommes un peu de la famille de PG. Absolument, nous allons en parler. C'était mon oncle à qui appartenait ce grand parc avec le château. Tout à fait. Les Morel et Badmel, c'est assez proche de c'est cousin germain de mon père. Il est un peu apparenté avec le maire actuel, avec Vogel-Ségère. Et oui, tout à fait. Il a épousé une de mes cousines. Voilà. Donc c'est cet endroit, effectivement, maintenant c'est devenu le fameux Théâtre de Verdure où se déroulent tous les spectacles de la Mirondella. Comme vous venez de le souligner, c'était un bien de famille. Alors vous êtes une des personnes les plus appréciées des Français. Je regardais le box-office des films qui sont les plus passés à la télévision. Vous êtes le 4e, le premier étant Louis de Funès, dont on fête le centenaire de la naissance. Il y a Lino Ventura, Bourvil et Michel Galabru. Ça, c'est pas croyable. C'est un parcours exemplaire. Et puis la semaine dernière, nous regardions encore les gendarmes de Saint-Tropez. Il y a eu également le Viager sur une chaîne du câble. Voilà, tous vos films sont toujours rediffusés parce que il y a l'adhésion du public. Vous êtes un des grands comédiens français, popularisé par tous ces films comiques, mais aussi, je dirais, tragiques avec Le Juge et l'Assassin, voilà, en 1976, qui vous a valu un César. Alors, je voulais revenir quand même sur ce spectacle qui va se dérouler ce soir. C'est très intéressant parce que donc la pièce de théâtre Les Lettres de Montmoulin, qui a été également réadaptée par votre fils. Il y a 3 lettres précisément, le curé de Cucugnan, les 3 messes basses et l'élixir du père Gaucher. Voilà. Alors comment vous êtes impliqué dans cette pièce de théâtre? C'est bon, et ça il faudrait demander à mon fils parce que c'est lui le metteur en scène, c'est lui qui a mis tout ça. Un autre qui a choisi d'ailleurs le spectacle, qui est donc, c'est lui qui a fait tout le travail, c'est le metteur en scène, enfin c'est un très beau travail qu'il a fait, et donc on lit ces trois œuvres, et qui sont très agréables, qui sont très bien écrites, et qui sont très savoureuses. Naturellement, que tout le monde connaît, ce sont des chefs-d'œuvre de la littérature française, oui. Alors, comme nous allons le découvrir, la mise en scène est quand même assez minimaliste, mais de par votre charisme, votre personnalité, vous remplissez toute la scène de votre énergie et de votre faconde, de tout ce qu'on aime trouver en vous lorsque vous êtes en représentation. Alors, ces truites, Garrigou, comment? Elles sont vivantes quand même, hein? Oui, mon révérend. Écoutez, elles sont longues comme ça. Ah, et sauponées. Alors, il y en a un grand tas sur la table, et puis alors... Elle aura vu tellement la queue, il y en a qui tombent par terre. C'est parfait, parce que la truite, le principal, il faut qu'elle soit fraîche. Si elle n'est pas fraîche, c'est un goujon. Il faut qu'elle sorte de la rivière dans la casserole. Et oui, alors le cuisinier, il m'a dit qu'il va les faire griller sur des grands fagots de fenouil, vous voyez. Il est pas bête. Le cuisinier, il est pas bête. C'est comme ça qu'il faut les rougiers à Martigues.
Oui, moi j'étais vicaire à Marty, oui. Mais en fait, c'est pas le moment de tomber dans le péché de gourmandise. Hein. Alors on parle plus de ça, Garrigou, parce que, attention, Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'an de grâce 1725 entre le révérend Dom Balaguer, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain engagé des sires de Trinquelague, et son clerc Garrigou, ou du moins ce qui croyait être le clerc Garrigou. Car vous saurez que le diable, cette nuit-là, avait pris la face ronde et les traits du sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Il me semble pourtant qu'aujourd'hui, le grand juge est peut-être moins sévère pour les gourmands, parce que, bon, le réveillon de Noël, c'est presque un repas sacré, vous ne le trouvez pas? Oh non, sacré non. Ah non? Non, sacré non. Non, mais en fait, il est vrai que ce sont en quelque sorte des agapes. C'est des agapes traditionnelles. Le menu lui-même, il est traditionnel. Le menu, c'est le même. Oh, tout à l'heure, en passant, là, oh, j'ai senti un civet de lièvre. Oui. Ah, c'est un grand jour aujourd'hui. Oui. Pas pour les lièvres. Alors, 1725e anniversaire de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Attention. Bien sûr, mon révérend. Oui, dis-moi, ces lièvres, ils sont gros ou quoi? Ah non, moi les levreaux, c'est pas ce que j'ai vu, c'est un civet de 4 levreaux de l'année. Ah, tant mieux, maintenant parce que tu comprends, un lièvre gros comme un chien, c'est une hérésie. C'est une hérésie, ça. On a beau le faire mariner comme un cuisson de sanglier, c'est toujours dur. C'est sec. C'est toujours sec. Tu as les burettes. Tu as garni les burettes? Comment? Tu as garni les burettes? Ah oui, les burettes, elles sont garnies. Parce que alors moi, les levreaux que j'ai vus, vous voyez, ils ont une belle viande rouge, un peu sombre, avec des petits filets de graisse fine. Alors, on les a marinés dans du vin de Bourgogne. Et alors, un vin vieux de 15 ans. Hein, oh là là. Avec un bon verre d'eau-de-vie de cognac. Et alors, maintenant, mais ça mitonne comme ça, là. Goulou. Ah oui, tout à l'heure, là, vous savez, au révérend, en soulevant le couvercle, j'ai reçu dans le nez une bouffée de vapeur. Ah, il y avait de quoi nourrir un pauvre. Dis-moi, tu as remarqué s'ils avaient mis du petit salé? Le petit salé, tu sais, coupé fin. Oui. Ils l'ont mis. Oh, ils l'ont mis. Un petit trait de mer entre deux traits de gras. Ils me savent que j'y suis, moi. Je salive. Et le voir. Quoi que ce soit ridicule de parler, quand même, c'est ridicule de parler de ces choses-là dans une sacristie. Bien sûr. Un homme pareil, quand même, ça la fout mal. Est-ce que le tract vous touche encore au jour d'aujourd'hui? Ah oui, ça, oui. Oui, beaucoup, le trac. Le trac, oui. Ça, c'est le compagnon du comédien, éternellement, ça. Je ne connais pas beaucoup de comédiens qui n'aient pas le trac, l'appréhension. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est quand même une acrobatie. C'est comme le type qui se jette d'un trapèze. Vous savez, il sait que ça peut tenir, il sait qu'il a bien répété, il sait qu'il possède. Mais on ne sait pas. La catastrophe peut arriver, le trou de mémoire, tout ce que vous voulez. Mais là, nous le disons, non pas, mais bon, ça n'empêche que, est-ce que le public, et puis alors, est-ce que le public va mordre? Est-ce que le public va adhérer? C'est très compliqué. Ça, c'est comme quand vous allez voir des amis, ou quand vous présentez des gens que vous ne connaissez pas, est-ce que ça va coller? C'est ce qui se passe ce soir. Nous allons rencontrer un public, on ne le connaît pas, on le connaît parce qu'on est venu d'autres fois, mais il est renouvelé le public, c'est pas le passage. Est-ce que ça va leur plaire? Quelquefois on est très inquiet parce que ce sont des textes qui ne sont pas faciles non plus. Hein. Alors c'est pas des grosses rigolades, c'est très fin, vous comprenez? Alors on se pose des questions et on attend, et on est angoissé, c'est vrai, très angoissé. Alors, bien que le public de Pézenas est amoureux de Michel. Parce que tout le temps me demande est-ce que tu prends Michel Galabru, tu prends Michel Galabru.
Et souvent, je leur dis oui. Oui, souvent, pas toujours. Pas toujours. Alors, est-ce qu'il s'agit justement d'un jeu de séduction, alors à ce moment-là, pour conquérir un public qui peut être difficile? Ah, il faut bien jouer, des séductions si vous voulez. Mais c'est pas exactement ça. C'est comment prendre le texte, comment le valoriser, comment ne pas le trahir. Ça pose des problèmes. Vous avez, surtout, quand vous avez une œuvre comme celle-là, qui est un chef-d'œuvre, si ça ne marche pas, c'est votre faute, à vous, comédiens, qui n'avez pas été à la hauteur de ce qu'on vous a proposé comme texte. Ça, c'est très grave. Ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, c'est pas l'auteur. L'auteur est un génie, c'est grâce à vous. Et ça, chaque fois qu'on se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais être en forme? Est-ce que... Et puis ça, le public change. Est-ce que celui-là, de Pézenas, va être sensible à cette façon d'interpréter? Est-ce que cet autre, d'ailleurs, vous voyez, c'est des problèmes, c'est des interrogations qu'on se fait, et on est rassuré que si on sent que ça commence à marcher à peu près à la moitié du spectacle. Tard, dans la cour du cloître remise à neuf, la confrérie des pères blancs est réunie. Mais cette fois, les moines sont vêtus de robes neuves. Ils ont la joue pleine et l'œil brillant. Ils sont réunis pour élever le bon frère gaucher au rang de révérend père et l'autoriser à porter la robe blanche de Saint-Norbert. Et le lendemain, nous le retrouvons dans le bureau du père abbé, sanglotant et se frappant la poitrine. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mon père. Pardonnez, votre fils est dieu, je suis dieu. Je vous pardonne, mon cher fils. C'est ma faute, hein, c'est ma très grande faute. Je me suis laissé prendre en traître. Alexis. Alors, vous en avez bu modérément. Pas bu, mon père, dégusté. Pour en boire, j'en bois pas, mais hier au soir, après cette si belle journée, et ce grand honneur que j'ai reçu, j'ai voulu bien trop faire, vous comprenez, pour la première cuvée du révérend Père Gaucher, j'ai voulu me surpasser, alors j'ai trop goûté, j'ai trop fait de comparaison, si bien que, finalement, un peu la joie, beaucoup d'élixir, ma pauvre tête n'a pas résisté, j'ai plus su ce que je faisais, je ne savais pas ce que je faisais. Il est vrai que votre irruption durant l'office du soir et devant les enfants n'était pas du meilleur effet. Oh, et alors la chanson indigne que m'avait apprise ma vieille tante et que j'ai chantée. Vous avez chanté, oui. Non, c'est l'orgueil qui m'a perdu mon père, c'est l'orgueil. L'orgueil, je suis indigne de ce titre de père. Je suis la honte de l'abbaye. Je suis la honte. Il faut me destituer. Destituez-moi. Destituez. Voyons. Frère Gaucher, votre faute a été grave et singulière. Mais la sincérité de votre repentir ne fait pas de doute. Alors, s'il est absolument indispensable que vous essayiez sur vous ce puissant élixir, moi, écoutez, je vous autorise à en boire 10 gouttes. 10 gouttes. Qu'est-ce que vous en pensez? Le diable sera bien fait s'il vous attrape avec 10 gouttes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, mon père, que s'il faut absolument goûter l'élixir, eh bien, nous le ferons déguster par un de nos pères, hein. Et jamais le même, hein, bien entendu, jamais le même. Parce que moi, je ne veux plus y toucher. Écoutez, voilà une excellente idée. Et maintenant, allez vous recueillir à la chapelle, hein, et je vous retrouverai ensuite. Merci, mon père, merci. Depuis 2 mois, le père Gaucher n'a plus touché à la liqueur diabolique. Sous sa direction, les moines sont venus tour à tour jouer leur rôle de dégustateurs. Mais la porte du laboratoire s'ouvre brusquement. Le père abbé entre, suivi de maître Jarnig, une bouteille sous le bras. Mais monsieur Jarnig est ici pour une communication de la plus haute importance. Vous savez quoi? Ça sera vite fait, hein, le temps de déboucher la bouteille, alors allez-y. Allez, goûtez mon père, goûtez. Monsieur, Jarnig, je dois vous dire qu'à cause d'une certaine journée qui aurait dû être mon jour de gloire, mais qui a été le jour de ma honte, je me suis promis de... Je ne peux plus goûter l'élixir. Je ne peux plus goûter Je ne peux plus goûter. Alors, frère. Père Gaucher, je crois
je crois que vous avez un peu exagéré la portée de cet incident. En somme, qu'est-ce qui vous est arrivé? En goûtant notre liqueur, c'est-à-dire en faisant votre devoir dans le but de servir l'intérêt de notre abbaye, vous avez un peu forcé la dose. Voilà. Forcez la dose, forcez la dose. Et la chanson de la tante Bégon, vous voulez que je vous la rechante? Vous voulez que je la rechante, la chanson? Non. Oui. Ah non. Enfin, voyons, devant les enfants. Non, dites, mais vous savez, mon père, que le célèbre moine Schwartz, l'inventeur de la poudre, a fait sauter par inadvertance la moitié de son couvent. Oh là là. Eh bien, oui. Eh bien, mon cher fils, comme lui, vous avez été ce jour-là la victime de votre invention. Voilà, oui. Alors, je vous prie, mon cher fils, de goûter cette liqueur. Attention, il ne s'agit pas de boire de l'alcool. Il s'agit de faire une expertise. Voilà. Alors, je vous prie de la faire devant nous, Oui. en employant la quantité d'élixir que vous jugerez indispensable. Moi je ne demande pas mieux. Oui, je ne demande pas mieux. Mais vous êtes sûr? Mais oui. Attention, attention. Allez, buvez et dites-nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si vous le dites, Allez. J'hésite. Oh, que c'est plat. Mais c'est plat. Voilà. Je ne vous le fais pas dire. Écoutez, on dirait un verre de vermouth un peu trop alcoolisé. Il n'y a pas assez de verveine et pas trop de pèbre d'ail. Et le sucre, c'est pas assez cuit, ça, c'est pas assez cuit. Il faut que ça s'approche du caramel. Pas tout à fait, mais presque du caramel. Et c'est justement peut-être cette difficulté, je dirais, ce plaisir en même temps dans la difficulté de se dire, eh ben, on va réussir ou on peut échouer et on va recommencer. Ah oui, ça, souvent on ne pouvait rien faire. Parce que quelquefois le public ne vous suit pas. Et c'est arrivé. Ah oui, ça c'est très dur le public, on ne sait pas. Ou alors des parties de la salle, avec l'acteur, il y a transmission de pensée. Quelquefois, vous le savez, on va vous présenter des amis, vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas, ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller. Vous n'êtes pas sympathique. Vos premiers mots n'ont pas été ce qu'ils attendaient. Convaincant. Ça ne leur plaît pas. Ils sont froids ce soir parce qu'ils ont eu des ennuis, ils ne sont pas disposés. Hein? Vous voulez là, alors ça ne marche pas, vous forcez l'effet, alors ils le sentent, vous voyez? Mais ça arrive souvent, il faut se méfier. Ah oui. D'ailleurs, il y a des choses étonnantes dans le truc de comédien. C'est que, autrefois, je me souviens, quand j'étais comédien, comme ça, j'allais de théâtre en théâtre, et après les repas, après la représentation, on allait tous, plus ou moins, on avait mangé dans des bistrots qui n'étaient pas très chers, qu'on connaissait. Donc on se rencontrait. L'un venait du gymnase, l'autre venait du théâtre Maubel, l'autre venait du théâtre Montparnasse. Ils arrivaient pour souper, après la présentation, vers minuit, et on disait, alors, ils étaient comment? Alors souvent, quelquefois, c'était un soir, c'était extraordinaire, c'était un mercredi. Ils étaient tous mauvais dans Paris. Tous les comédiens n'étaient pas mauvais. C'est donc que le public, ce soir-là, il y avait des ondes. Voilà, n'était pas réceptif. Ça ne marchait pas. Et ouais. On n'a jamais su pourquoi. Ah non, ils étaient à chier, on entendait à chier. Lamentable. Et pour finir, j'aimerais une question un peu justement, vous parliez d'ondes, d'énergie. Imaginons comme ça que vous auriez la possibilité de voyager dans le temps et de retrouver le Michel Galabru au Maroc, cet enfant espiègle qui faisait des petites taquineries à droite à gauche. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais quand même, bon, c'était un rêve un peu impossible. Moi, mes parents, tout ça, mon père me disait, tu es fou, mon petit. À Montpellier, d'ailleurs, ici, il y a des maisons à Montpellier. Il était venu me voir, il me disait, mais tu es fou, mon petit, tu sais, j'ai vu des gens qui avaient autrement de talent que toi. Mais ils ne m'avaient jamais vu. et qui pleuraient, qui n'ont pas. Tu ne te rends pas compte. Tu n'es pas à la hauteur, tu vas. Et quand je suis parti parce que j'avais 21 ans, j'avais l'âge de la majorité. Sinon, je ne pouvais pas partir, ils m'auraient fait revenir avec les flics.
Quand je suis parti, je me rappelle toujours, je suis parti de Lyon parce que mon père, à ce moment-là, était nommé à Lyon, et ma mère faisait des frites et elle pleurait. Et les frites, l'eau tombait, des larmes tombaient dans les frites, et ça, dans l'huile bouillante, et ça faisait psh, Eh oui. psh. Elle ne me répondait pas. Je lui disais au revoir maman. Elle ne répondait pas. Et mon père est arrivé, il m'a pareil, il a levé les bras comme ça, il m'a dit bonjour, dit au revoir. Je suis parti dans ce truc. Oui, dans cette atmosphère-là. Oui, oui. C'était pénible quand même, parce que oui, bien sûr. J'aimais bien mes parents. Hein. Et vous l'encourageriez, ce petit Michel Galabru, à suivre cette voie, ce parcours? Ah, je ne me suis pas trompé, j'aurais pu me tromper, mais dès que j'ai eu de la chance, j'en sais rien. Hein. Il y a un tas de facteurs qui jouent. L'époque, vous étiez fait pour cette époque, pas pour une autre peut-être, attention. Mais laissez-moi vous dire simplement, c'est le talent, voilà. Si vous le dites, je le dis. La flatterie. Oh non, c'est pas dans ma nature, mais c'est de bon cœur parce que, et je pense que voilà, tous les spectateurs que nous allons retrouver tout à l'heure, les spectateurs qui vont voir, disons rien, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, en tout cas. On espère. Voilà, je vais chaque soir, c'est une lutte. Hein. Exactement. Nous allons. Et moi, je souhaiterais le revoir longtemps, venir nous voir. Voilà. Je l'aime bien. Vous ne pouvez pas rêver meilleur mot. Pour moi, évidemment. Voilà, et je vous invite à retrouver toute l'actualité de la Mirondella dels Arts sur le site officiel www.mirondella.com. Vous retrouverez également l'article que je consacre à Michel Galabru et toute la troupe de Jean Galabru, son fils, dans le prochain numéro de septembre-octobre du magazine Émotion. Voilà, je vous remercie Michel Galabru pour cet accueil, cette rencontre, et puis bien sûr Christian, merci. Oui, merci beaucoup. Voilà, et à très vite, à très bientôt. Monsieur le curé de Cucugnan, petit village de Provence, a écrit à son jeune ami Alphonse Daudet pour lui annoncer qu'il allait prononcer un sermon foudroyant le dimanche de la Saint-Dominique, qui est le patron de la paroisse. Arrivé un peu en retard, Daudet entre dans l'église alors que tout le village est déjà là, en habit du dimanche. Au fond, derrière le maître-autel, il y a 2 rangs de petits chanteurs. C'est alors que monsieur le curé de Cucugnan monte en chair. Il est gros, gras et souriant. Et dans un grand silence, il attaque son sermon. Ah, mes chers frères, je vois que la venue de la maîtrise des petits chanteurs d'Avignon a fait son effet. Et que pour la première fois depuis bien longtemps, tout le monde alors là est venu entendre la messe, ou plutôt entendre les voix de ces beaux petits chrétiens, et la messe par-dessus le marché. Eh bien, ils vont chanter, rassurez-vous, ils vont chanter tout à l'heure, parce que je veux d'abord avant, vous passer mon sermon. Sermon d'une importance capitale, c'est le récit d'une révélation. Oui, mes frères. Le Seigneur Dieu a daigné s'occuper de notre paroisse, car voilà ce qui m'est arrivé à moi, Martin, curé de Cucugnan. C'est une chose extraordinaire, vous la croirez si vous voulez, ça s'est passé il y a 3 jours, c'était le vendredi soir, c'est pas vieux, hein, vendredi soir, j'étais agenouillé sur mon prie-Dieu, dans ma chambre, et je suppliais notre Seigneur Jésus-Christ de sauver notre petite paroisse, qui n'est pas foncièrement irréligieuse, mais la foi n'est pas une activité militante. Et comme moi je me frappais la poitrine, et comme la poitrine en me disant que c'était sans doute de ma faute, et que la pendule du clocher sonnait à demi de 9 heures, je me suis senti tout drôle, brusquement, vous savez, comme si je m'évanouissais. J'ai eu une sensation de m'évanouir. Alors évidemment, j'ai fait un effort, je sentais que je m'en allais, que j'ai fait un effort, je me levais, et alors brusquement,
brusquement, à la place de ma chambre, je vois une grande porte dehors. Une porte à double battant, beaucoup plus haute. Vous savez que notre église, eh bien, vous savez ce que c'était? C'était la porte d'or du paradis. Vous verrez si vous voulez. Voilà! Voilà, mes frères, ce qui m'est arrivé. Et voilà ce qui va vous arriver si vous continuez comme ça. Mon Dieu, vous savez, je sais bien que la nature humaine est naturellement portée vers le mal, vous savez. Je sais bien que vous n'êtes pas non plus une race spécialement criminelle, mais ce qui fait de Cucugnan un village de damnés, c'est que vous ne venez pas à la confession. Vous venez plus à la confession. Moi, je vous attends dans ma petite baraque, là, tous les jours à 5 heures. Il y a une souris qui vient, mais elle n'a pas l'air d'avoir trop de péché, celle-là. Hein. Eh bien, vous savez, je sais que vous n'êtes pas non plus une race criminelle, mais ce qui fait de Cucugnan, je vous dis, un village de damnés, je vous répète, c'est que vous ne venez pas à la confession. Eh bien, mes amis, il faut que ça change. Le changement, c'est maintenant. Et ça va changer. Je sais bien ce que vous dites, je sais bien. Vous vous dites, puisque la confession efface tout, c'est pas la peine de se confesser tout le temps. La dernière est bien suffisante et effacera tout. Eh bien, mes amis, vous vous trompez. Vous vous trompez. Quand vous avez un malade chez vous, vous attendez toujours le dernier moment pour venir me chercher. Je n'ai plus que 4 bouffées d'air. Et quand j'arrive, il est sur le départ, lui. La lèvre violette. C'est pas beau à voir, vous savez. Le nez tout mince. Les yeux vitreux. Alors il me bafouille des paroles sans suite, entremêlées de aïe 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 aïe. C'est pas facile de mourir, hein. Et au lieu de me dire ce qu'il faudrait, il me gargouille un dernier soupir. Et qui peut savoir si cet agonisant s'est vraiment repenti, hein? Et si mon absolution vaut vraiment quelque chose? Êtes-vous sûr quand vous viendrez me chercher à la première alerte sérieuse que vous ne serez pas à moitié gaga déjà? Alors, vous savez, j'en ai confessé beaucoup comme ça de ces pauvres absents. Ils s'accusent de n'importe quoi, d'avoir mis le feu à l'église ou d'avoir dit du mal du percepteur, ce qui est peut-être une erreur, mais sûrement pas un péché. Vous savez, j'en ai confessé un comme ça, il se croyait d'avoir 8 ans. C'est très curieux d'avoir tout ça. Hein. À la fin, c'est pas beau. Hein. Il croyait qu'il avait 8 ans. Il me prenait pour sa tante Adèle. Les amis, écoutez, n'attendez pas d'en être là, car le seul repentir valable, c'est celui des gens en bonne santé. Alors voilà, mes frères, ce qui vous menace. Hein. Ce qui vous menace. Et qui vous menace à bref délai, car... Parce que, vous savez, quoi que notre village ne soit pas bien grand, vous savez, nous avons quand même nos 6 morts par an. Dans un petit village, 6 morts par an. Ça fait un mort tous les 2 mois. Alors, le dernier, c'est ce pauvre tortillard, ça fait déjà 6 semaines. Alors, il reste que 14 jours pour y loger le morceau. Et alors, où il est celui-là? Où il est? Hein? Où il est celui ou celle qui rentrera ici à l'église sur les épaules des voisins? Où il est le mort? Vous n'en savez rien, ni moi non plus. Il y a une chose que nous savons, c'est que ce mort est parmi nous. Eh bien, c'est à ce mort que je m'adresse et je lui dis, viens te confesser. Viens faire ton âme propre. Mais il ne viendra pas, non, parce qu'il ne sait pas
que c'est pour lui. Voilà, mes enfants, je crois que vous avez compris, hein, et je crois que je vais pouvoir vous sauver de l'abîme. Alors, on va se mettre à l'ouvrage tout de suite, hein. Il faut se presser, hein. Et pas plus tard que demain. Alors, lundi, je confesserai Félicien, le meunier. Il va passer le premier parce que il en a à dire, hein. Alors, ça nous tiendra bien toute la matinée, hein. Ça ne sera pas de trop. L'après-midi, le forgeron et le boulanger. Là, nous avons au moins jusqu'à l'Angélus. Mardi, les vieux et les vieilles, parce que les pauvres, c'est plus pressé, vous comprenez? Ça va calancher très vite. Mercredi et jeudi, les femmes. Je leur réserve 2 jours parce qu'elles aiment discuter. Alors, je leur demande de ne pas faire trop d'histoire, hein. Celles qui auront mangé un petit morceau de sucre en cachette, celles qui auront eu une tentation en voyant passer les pompiers d'Arles, ma foi, sont beaux, mais enfin, un pompier, c'est toujours qu'un pompier. On ne va pas m'en faire tout un roman. Alors, vendredi, je confesserai les hommes. Sérieusement, mais rapidement. Et alors, les hommes, ça sera rapide parce que c'est toujours le même péché. Je ne pense qu'à ça. Alors, vous, les femmes, faites attention comment vous vous habillez. Je vois beaucoup de paroissiennes avec des grandes fentes. On voit tout. De fente en fente, ils vont à la catastrophe. Et samedi, alors je confesserai les petits-enfants. Dimanche matin, ça sera une assemblée toute neuve, toute brillante, qui viendra assister ici à la grand-messe, au pied de notre saint patron, le bon Saint-Trope, qui nous regarde en souriant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mesdames, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Oui. Et nous sommes heureux d'avoir reçu toute la troupe de Michel, Jean. Plus fort. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro, comme d'habitude. Voilà. Merci. Voilà, je disais tout à l'heure que nous étions heureux de recevoir la famille Galabru, qui est un habitué. Et pour la 1e fois qu'il vient à Pézenas, nous sommes heureux car dans la Mirondelle il y a un peintre et puis il y a une dame qui est fidèle, qui vient à tous les spectacles, qui veulent offrir à Michel son portrait. Et donc voilà, voici Clément Battu. Il fait partie de un portrait aussi avec plusieurs. Ah, merci, merci beaucoup. Alphonse Daudet, oui, oui. Bon, César et moi. Ah, ouais. Ah, oui, c'est très joli, merci beaucoup, merci. Michel, vous avez passé une bonne soirée et nous vous en remercions. Bonne rentrée et en anglais je pourrais vous dire Alain Québec. Alain Québec.
Bonsoir.